Atelier, en fait, quand tu rentres dans un atelier de vannerie, tu sens déjà l'odeur de l'osier Ouais. qui a trempé, qui a ressuyé, donc ça a une petite odeur particulière. Il y a ça et puis il y a le bruit aussi. En fait, quand tu entends les gens tresser, tu as les brins qui font du bruit, qui s'entrechoquent et tu as aussi le son qui est là de l'atelier et puis, aussi quand tu tapes sur le panier avec la batte. En fait, il faut que tu aies un rapport avec la matière. C'est un des plus anciens métiers du monde. On dit, les vanniers, dire que c'est plus vieux que la poterie. Même si en fait on ne saura jamais parce qu'il n'y a pas de traces ou alors très peu de traces de vannerie ancienne. Je crois que le plus ancien panier qui a été retrouvé, il date de moins 10 500 avant Jésus-Christ. Il a été retrouvé dans le désert de Judée il y a quelques années. Ouais. Le bambou, pour ses possibilités de tressage à plat avec les bandes et notamment à 3 axes. Mmh. L'osier parce que c'est la plante locale. Et puis, je commence à m'intéresser au rotin et notamment aux éclisses de rotin, pour tout ce qui est ligature. Donc c'est toutes les attaches, toutes les finitions qui sont utilisées avec le rotin. Et en fait, déjà avec ces 3 matériaux-là, le bambou est plus dur que l'osier est plus dur que le rotin, donc ça fait déjà une bonne palette de matériaux. Et après, quand j'ai le temps et quand, j'ai des demandes, ça m'arrive d'aller chercher des écorces, voilà et de tresser des écorces de saule, notamment, de faire des éclisses avec, de l'osier aussi pour les transformer en bandes et du coup les tresser comme du bambou. Donc j'en ai fait, un petit peu mais voilà pour voir ce que c'était, mais c'est pas forcément, là-dedans que j'ai envie de me spécialiser. Et après il y a plein de végétaux en fait, qu'on connaît pas, le houblon, la clématite, le lierre de tilleul avec lequel on peut faire des cordes. Voilà, c'est énorme, c'est vaste et c'est infini, Aussi. donc dans une, prochaine vie. Alors déjà, merci la Fondation Rémi Cointreau d'avoir cru en moi. Déjà le premier truc, c'est que le fait d'appartenir à une famille, ça donne de la confiance, ça donne envie, d'aller plus loin. Et rien que ça, en fait, c'est déjà énorme. C'est une fondation qui aide, en fait, à la transmission des métiers d'art parce que, du coup, je fais pas que produire, je suis aussi beaucoup dans le côté transmission et ils m'ont aidée à acquérir une machine qui vient du Japon, qui est fabriquée qu'au Japon, par qu'une personne au Japon, et qui va arriver très prochainement en France, qui va me permettre de passer moins de temps à préparer les bandes de bambou. Voilà, je vais gagner, on va dire si j'ai 4 jours de fabrication d'un panier en bambou, je vais gagner, 1 journée, voire 1 journée et demie, voire 2 jours, sur ce temps de fabrication puisqu'il y a une grosse moitié du temps qui est dans la préparation des bandes et de la matière première. Donc ça, c'est pour le côté, très concret et après, en fait, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Il y a plein de choses qui arrivent. Le fait d'appartenir à cette famille. Là, j'ai été contactée, tout récemment là, pour faire une résidence d'artiste, à Helsinki, au mois d'août, pendant 1 mois avec une céramiste finlandaise et participer à la Helsinki Design Week. Donc voilà, en fait, c'est une porte qui s'ouvre, ça amène d'autres échanges, d'autres opportunités et puis en fait, on est un petit groupe de lauréats. Ça permet dès qu'on a une question, quelque chose, d'aller demander, d'appeler, les collègues, qui travaillent dans d'autres métiers d'art. Mais, oui, de s'épauler et ça, c'était quelque chose aussi moi, qui m'avait beaucoup plu quand j'ai postulé, à ce prix. C'est que vraiment, ouais, ça reste comme une famille et en fait, on se connaît pas encore, mais on est lauréats tous les 2. Ah oui, ah OK. Et puis voilà, tout de suite, c'est parti. C'est comme si on se connaissait depuis 10 ans et ça permet d'être accompagné, de faire des projets, plusieurs, c'est tout ça. Alors, je me suis formée auprès de Christophe et Catherine. En fait, c'est un couple. Christophe m'a apporté le côté, très rigoureux. On partait jamais sur quelque chose sans avoir bien pris toutes les mesures et cetera. Et Catherine, c'était plus le côté créatif. Elle m'a donné des gestes adaptés aux femmes parce que donc traditionnellement, hein, c'est un métier, quand même d'homme, la vannerie, physiquement, c'est difficile et donc les hommes, ils se posent pas de questions, ils y vont en force, quoi.
Sauf que nous, on n'est pas voilà, fait pareil. Mmh. Au niveau du dos, au niveau des mains, et cetera. Enfin voilà, en tout cas moi, je suis plus facilement fatigable et donc Catherine, elle m'a montré des gestes, où: «Ah tiens, au lieu de passer en force là, hop, on y va en douceur, à contre-geste et ça marche aussi». Donc voilà, j'ai eu le côté, très technique, rigoureux, où on laisse pas passer, une erreur ou un brin qui casse, on le remplace, et cetera. Donc j'ai eu le côté vraiment très, qualitatif, par Christophe. Et après, j'ai eu le côté plus instinctif et le côté plus ergonomique, on va dire, par Catherine. J'ai eu un double professorat, donc ouais, super chouette. Ça y est, on sait qu'il va y avoir de la relève. Il y a des personnes qui viennent, qui s'engagent sur des formations longues pour devenir vannier et vannière. Les gens commencent à se réintéresser à des choses qui touchent leur environnement proche. Dis donc, avec des branches d'un arbre, ah mais oui, c'est vrai, on peut faire un panier, quoi. Il y a eu l'effet Covid, je pense, à un moment, qui a aussi remis un peu tous ces métiers manuels à la mode. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de personnes qui viennent faire des stages, des ateliers à titre loisir créatif et qui ont envie de passer un bon moment et c'est tout à fait honorable et c'est super. Et du coup, ces personnes-là, quand elles rentrent dans l'atelier, elles comprennent qu'il faut du temps pour faire un panier. Elles comprennent qu'il faut de la technique, qu'il faut se former et que en fait, bah ouais, quand j'achète un panier, un vannier, ça l'aide à vivre aussi et voilà, en fait, quand elles viennent en atelier, on les «éduque» entre guillemets et il y a de plus en plus de personnes là aujourd'hui autour de nous qui, ont cette conscience-là que c'est un métier, qui arrêtent de dire: «Ah mais vous êtes vannière, mais ça veut dire quoi? Vous faites des blagues toute la journée». Oui, oui, je vanne, mais je vanne, je tresse et donc l'urgence, elle est un peu moins là que je pense qu'il y a une vingtaine d'années. Par contre, la réalité du métier aujourd'hui, c'est quand même pas facile, même s'il y a très peu de chiffres. On est peut-être 200 ou 300 d'installés de manière officielle. Mais par contre, là-dedans, tout le monde n'en vit pas. Donc il y a quand même je sais pas comment dire, mais il y a un changement de regard à faire. Rien qu'il y a 50 ans, tout le monde dans les campagnes savait tresser. À la veillée, on faisait son panier en hiver et on avait le panier à patates pour faire la récolte l'été ou à betterave ou ceci ou cela. Aujourd'hui, on a perdu tout ça. Dans les campagnes, on a encore du coup ce rapport à l'objet. Il y a encore le panier du grand-père, la corbeille qui suit ou la malle à linge qui était pour la dot, voilà, avec les vêtements de la future mariée. On en trouve encore, mais par contre, il y a quand même dans l'imaginaire des gens quelque chose de très artisanal et de très rustique lié à la vannerie. Contrairement au Japon, justement, où là-bas, c'est pareil, on a toujours cette vannerie très utilitaire. Dans toutes les maisons, il y a des assiettes en bambou, il y a des paniers en bambou, etc. Et le bambou est aussi associé à l'art de l'ikebana, à la cérémonie du thé. Donc, il a aussi une valeur. Là-bas, il y a des maîtres vanniers qui sont nommés, j'ai oublié le nom, trésor vivant. Donc il y a plusieurs artisanats d'art et donc il y a plusieurs vanniers qui sont trésors vivants, donc qui sont considérés comme des trésors nationaux vivants. Donc la vannerie au Japon est très bien considérée, la vannerie artistique aussi. Et il y a un marché, alors pas un gros marché, mais il y a un marché pour faire des sculptures, pour vendre des pièces à leur juste prix et pas juste des paniers utilitaires qui sont dans les familles d'une génération sur l'autre. En France, il nous manque ça encore. Il nous manque cette reconnaissance, pas forcément des gens locaux, etc., mais des institutions. Ouais, la vannerie, c'est pas juste dans la campagne, un panier rustique. On peut faire autre chose avec l'osier. Ça commence, ça démarre. Changement de regard qu'il faut qu'on fasse là dans les prochaines années pour que justement les vanniers qui s'installent aujourd'hui, ils puissent plus facilement avoir du travail et vivre de leur métier. Ouais, moi je pense que oui. Au contraire, il faut que ces maisons-là, elles nous aident. C'est quoi le luxe aujourd'hui en fait? C'est ça la question. C'est quoi la définition du luxe? Là, j'ai créé récemment, je l'ai appelé un diamant. Un cocon suspendu, un fauteuil en fait pour se ressourcer. Et l'idée, c'était vraiment ça, c'était le luxe, c'est d'avoir du temps pour se ressourcer dans un écrin végétal. Voilà, c'est pas forcément un sac à main à 3 000 € qui n'est même plus du luxe parce que finalement, il va être standardisé parce qu'il va y en avoir 1 000 exemplaires ou 2 000 exemplaires. Donc, on peut faire des choses rares et précieuses et belles sans trahir nos racines rustiques qui viennent de la campagne. Pour moi, c'est pas des notions qui se contredisent. Et je pense que moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à certaines maisons de luxe qui ont accepté, qui nous ont fait confiance
pour répondre à des demandes, pour créer des choses nouvelles qu'on n'avait jamais vues, des designs nouveaux qui nous ont payé le juste prix et qui permet après de faire d'autres choses, de s'ouvrir justement, d'aller plus dans la création, sans forcément encore avoir le client en face. D'aller mettre les mains dans l'osier. Moi, c'est quand je me suis installée, en fait, mon premier projet, c'était de faire des jouets pour les enfants. Et puis très vite, j'avais besoin de transmettre, donc je suis allée dans les écoles justement pour montrer que même avec 2-3 brins d'osier, on pouvait faire des choses, etc. Et mon premier test, mon premier crash test, c'est j'ai offert une petite girafe à ma nièce à Noël pour voir si ça allait lui plaire. Le fait que ça soit pas Gigi la girafe en plastique, mais que ça soit une girafe en osier, est-ce qu'elle allait quand même accrocher? Donc oui, elle a accroché. Donc j'ai fait waouh, j'ai passé le premier test. La deuxième chose qui m'a marquée justement avec les enfants, on avait créé à l'époque avec des collègues de mon village des ateliers créatifs le mercredi. Une des filles qui était là à l'époque, elle devait avoir 8 ou 9 ans. Quand sa maman est venue la chercher à la fin de l'atelier, elle a dit mais maman, en fait, carrel, c'est son métier? Ouais, c'est mon métier, je fais ça toute la journée et je suis super contente. Et donc si on arrive à allumer des petites étoiles dans les yeux des enfants et leur dire eh oui, on n'est pas obligé de faire un métier que tout le monde connaît, infirmière, boulanger, maîtresse d'école, etc. Ouais, on peut faire de la vannerie. C'est un métier, il existe et il est beau. Et voilà, venez tresser, venez toucher, venez sentir l'osier et venez écouter le bruit des brins qui se tressent.